Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un nouveau cas de tueur en série qu'on peut croiser dans la série Mindhunter. Il s'agit de Jerry Brudos et si je me trompe pas, c'est quelqu'un qu'on aperçoit uniquement dans un épisode de la saison 1. Donc c'est pas un tueur aussi emblématique que Kemper ou BTK par exemple, mais je pense que c'est un cas qui est vraiment particulièrement intéressant parce qu'il représente très bien ce type de tueur qui a vraiment des pulsions sexuelles. Et de ce fait, je suis obligée de vous dire qu'il y a des détails qui sont particulièrement difficiles à entendre dans cette vidéo, donc je préfère vous avertir. Je sais que certains sont pas spécialement sensibles, mais d'autres le sont plus, et malheureusement je peux pas effacer tous les détails parce que ça fait vraiment partie intégrante de ces crimes, donc je suis obligée de vous les raconter même si je vais pas entrer dans tous les petits détails les plus gore. Ce petit avertissement étant fait, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et si vous êtes prêts, c'est parti. Jerry Brudos, de son vrai nom Jérôme Henry Brudos, est né le 31 janvier 1939 à Webster dans le Dakota du Sud et sa famille a déménagé plusieurs fois durant sa petite enfance avant de s'installer à Salem dans l'Oregon. La moindre des choses qu'on puisse dire à propos de son enfance, c'est qu'elle n'a pas vraiment été équilibrée parce que en fait la mère de Jerry voulait absolument avoir une petite fille et Jerry est arrivée en deuxième, elle a eu 2 enfants, 2 garçons, donc il avait un grand frère, il était le deuxième garçon à arriver, ce qui a vraiment beaucoup excédé sa mère visiblement, qui était une femme, comme je vous l'ai dit, qui voulait avoir une fille et qui en fait a détesté Jerry pour ça, parce que ce n'était pas une fille. Du coup, apparemment elle l'ignorait beaucoup, mais elle était aussi vraiment très dure avec lui, très méchante. Elle le rejetait constamment et les seuls moments où elle s'occupait de lui, entre guillemets, c'était quand elle le considérait comme une petite fille, donc elle l'habillait avec des robes, avec des vêtements de petite fille, et elle ne le considérait pas du tout comme son fils. Elle passait visiblement le plus clair de son temps à le rabaisser constamment et on dit également qu'elle l'aurait agressé sexuellement. À partir de ses 5 ans, Jerry va commencer à développer un fétichisme pour les chaussures de femmes à talons, ce qui aurait débuté en fait après qu'il ait commencé à jouer avec une fameuse chaussure, un escarpin qu'il avait trouvé dans une décharge. Et c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup le préoccuper et être très très important pour lui, au point que en cours préparatoire, donc en classe de CP, quand il a à peu près l'âge de 7 ans, il va essayer de voler les chaussures de sa maîtresse. Et ce fétichisme-là n'est pas tout seul puisqu'il vient aussi accompagné d'un fétichisme pour tout ce qui est sous-vêtements féminins, notamment les sous-vêtements un peu sexy, en dentelle, etc. Et depuis l'âge de vraiment très très jeune, tout petit, il va commencer à s'introduire par effraction dans les maisons de ses voisins pour voler les sous-vêtements des femmes de ses voisines. Arrivé à l'adolescence, on nous dit que Jerry est un garçon qui va faire beaucoup de passages en hôpitaux psychiatriques ainsi qu'en psychothérapie. Donc il était clairement assez instable pour avoir besoin d'être pris en charge, mais malheureusement j'ai pas trouvé beaucoup d'informations à vous donner sur ce passage-là de sa vie. Plus il grandit et donc plus il devient fort physiquement, plus Jerry va commencer à passer aux étapes supérieures, c'est-à-dire qu'il va commencer à suivre des femmes dans la rue, à les traquer et puis à les agresser en les frappant, en les assommant, même en les asphyxiant, en les étouffant pour pouvoir leur voler leurs chaussures. À l'âge de 17 ans, Jerry Brudos agresse une femme en la frappant puis en la menaçant avec un couteau pour qu'elle cède à ses pulsions sexuelles et il la viole. À la suite de ça, il va être arrêté et interné dans un hôpital psychiatrique de l'Oregon pendant 9 mois, période pendant laquelle ses fantasmes sexuels et vengeurs envers les femmes vont enfin être diagnostiqués. Selon les psychiatres, en fait, tous ces fantasmes-là, toute cette agressivité, c'est quelque chose qui est dirigé
contre sa mère à la base parce qu'il a une véritable haine pour sa mère et qui se serait étendu à l'ensemble des femmes. Et pendant cette hospitalisation, il va également être diagnostiqué schizophrène. Pour autant, pendant toute cette période où il est à l'hôpital, Broodos va continuer à travailler, à prendre des cours et il va réussir à obtenir son baccalauréat en 1957, ce qui lui permettra par la suite de devenir un technicien en électronique. Et puis je sais aussi que après l'hôpital, il a fait un court passage à l'armée, mais j'ai absolument trouvé aucune information sur comment ça s'est passé, donc je peux pas vous en dire beaucoup plus. En 1960, Jerry se marie avec une jeune femme de 17 ans avec qui il va avoir 2 enfants et donc cette petite famille Broodos va d'abord s'installer à Portland en Oregon avant de redéménager à Salem et de là on pourrait se dire que finalement Jerry Broodos a réussi à se remettre sur de bons rails et qu'il va peut-être réussir à se réintégrer dans une vie normale et sans violence puisque finalement il a tout ce qu'il faut, enfin tous les éléments qui semblent propices à avoir une vie stable et équilibrée. Il est marié, il a une femme, des enfants, une vie de famille, une maison, un travail, enfin voilà, la vision un petit peu classique, mais malheureusement ce n'est absolument pas le cas. Toutes ces pulsions et ces fantasmes sont toujours bien là, ça se voit déjà au tout début de son mariage. Jerry Broodos, dès qu'il est tout seul à la maison avec sa femme et qu'elle fait le ménage, il lui demande qu'elle se mette entièrement nue pour faire le ménage, seulement vêtue de talons aiguilles. Et puis donc il la force à faire ça et il la prend en photo quand elle fait ça, alors que je pense que clairement, de ce que j'en ai lu, c'était pas quelque chose qui l'excitait elle. À la même période, Jerry Broodos raconte qu'il était victime très souvent de terribles migraines et de ce qu'il désigne comme des blackouts, donc des espèces de gros trous de mémoire, et que le seul moyen qu'il avait trouvé de soulager ça et de faire que ça s'apaise, c'était de partir la nuit en quête de sous-vêtements et de chaussures à talons, comprendre par là donc des cambriolages et des agressions de femmes. Je m'arrête un court instant sur cet élément parce que je trouve que d'un point de vue psychologique c'est vraiment intéressant parce que ça montre vraiment bien le mécanisme psychotique de la dissociation, de la fracture mentale en fait. Enfin vraiment le côté migraine qui déjà de base veut dire un cerveau qui se coupe en deux, enfin la tête qui se fend en deux. Pareil pour les blackouts, donc les moments où finalement la mémoire décide d'arrêter de fonctionner, ça montre bien qu'il y a des parties de son cerveau, des parties de son esprit et de sa conscience qui fonctionnent pas correctement, qui sont pas connectées les unes avec les autres, et c'est vraiment quelque chose de typique de la psychose, donc dont fait partie la schizophrénie, et je pense que ça illustre bien en fait. Je pense pas qu'il avait réellement de vrais troubles neurologiques ou même somatiques, mais c'est vraiment plus le fait d'avoir des problèmes psychotiques qui induisaient ces troubles-là, et comme on le voit en fait, la solution, le fait d'apaiser ces crises-là par le fait d'aller voler des chaussures, ça n'a absolument aucun sens concret, enfin je veux dire, ça n'a comme aucun fondement vraiment scientifique et médical. Vous voyez bien que c'est vraiment quelque chose de l'ordre du psychologique et du conscient, plutôt inconscient en fait. Et j'insiste vraiment sur ces agressions parce que je trouve que ça montre bien en fait que c'est les agressions qui l'ont ensuite amené à passer au meurtre. D'ailleurs c'est ce qu'on voit, il y a vraiment une gradation du côté de Jerry Broodos. On passe d'abord des fantasmes qu'il a en tête à cambrioler des maisons, voler des maisons, et ensuite on monte d'un cran, on passe aux agressions de femmes pour leur voler les affaires avant d'en arriver au meurtre. C'est vraiment cette gradation-là que j'ai envie de beaucoup souligner dans toutes les histoires de tueurs en série parce que en fait c'est ce qu'on retrouve quasiment tout le temps. C'est vraiment de cette manière-là que les personnes deviennent des tueurs et des tueurs en série encore plus. Parce qu'il n'y a jamais personne qui s'est réveillé un matin qui avait aucun antécédent de violence, de colère et qui s'est mis à commettre des meurtres en série. Enfin, ou alors si jamais ça existe, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle, mais de manière très très générale, on voit vraiment les gens passer à des étapes supérieures, de plus en plus loin dans la violence en fait, et on le voit vraiment bien avec le parcours de Jerry Broodos, mais on le voit dans la majorité des parcours. C'est vraiment quelque chose en fait qui se fait de manière progressive et en fait très inconsciente aussi, parce que s'il y a une chose qu'il faut bien comprendre sur les tueurs en série, c'est que eux-mêmes
ne se sont pas dit un jour je vais devenir un tueur en série. C'est-à-dire que le jour où ils basculent et où commettent le premier meurtre, ils sont pas déjà dans l'anticipation du fait qu'ils vont en commettre d'autres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est-à-dire que ça se fait une fois, et je pense que les émotions qu'ils ressentent à la suite de ce meurtre, le soulagement que ça peut provoquer, parce que le meurtre généralement vient apaiser un certain nombre de tensions, ben c'est ça qui va les pousser à recommencer plus tard parce qu'ils ont envie de ressentir à nouveau les mêmes émotions. Mais il n'y a pas des gens qui se disent un jour, un matin, tiens j'ai envie de commettre des meurtres en série, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et puis il faut aussi que je vous réexplique parce que je pense que je l'ai déjà dit mais c'est toujours bien de le redire et de le répéter de façon claire. Le meurtre ça intervient généralement quand il y a plusieurs éléments qui s'enchaînent et s'emboîtent bien et qui concordent et qui font que ça y est, le meurtre est possible. Déjà, il faut vraiment qu'il y ait la pulsion meurtrière du côté du criminel, du tueur. Et ça, comme je viens de vous le dire, c'est vraiment souvent quelque chose qui vise à apaiser une colère ou une tension sexuelle ou quelque chose généralement de désagréable, une frustration. Et de l'autre côté, il faut qu'il y ait la rencontre avec le facteur chance, entre guillemets, le facteur en tout cas circonstance, la bonne occasion. C'est-à-dire que on va croiser la victime dans un moment où elle est particulièrement vulnérable, un moment où il n'y a pas forcément de témoins qui sont présents, il faut que ce soit le bon endroit, la bonne heure, enfin tout un tas de circonstances qui sont finalement extérieures et que le tueur ne contrôle pas, et c'est vraiment en fait le moment où il y a toutes ces choses là qui vont se télescoper qui font qu'on en arrive au meurtre. Et ça, vous allez voir que c'est hyper bien illustré par le tout premier meurtre que commet Jerry Brudos. On est le 26 janvier 1968 et la jeune Linda Slawson qui avait 19 ans, qui était une femme en fait qui travaillait à faire du porte-à-porte pour vendre des encyclopédies, comme ça se faisait beaucoup plus je pense dans les années 60 et 70 qu'aujourd'hui. Donc cette jeune femme frappe à la porte de la famille Brudos et c'est Jerry qui lui ouvre. Sa femme et ses enfants sont dans la maison, mais visiblement, Jerry s'est senti assez en confiance pour décider de faire entrer Linda Slawson et il l'a entraînée au sous-sol où il se sentait, j'imagine, plus en confiance pour passer à l'acte. Parce que je pense que c'est vraiment quelque chose qui l'attendait. Comme je vous le dis, il y avait cette pulsion meurtrière qui devait être là, et là, l'occasion parfaite s'est présentée. Cette jeune femme, elle vient jusqu'à chez lui, un endroit qu'il maîtrise, qu'il connaît bien, et il peut passer à l'acte. Arrivé dans le sous-sol, Jerry assomme Linda Slawson avec une planche en bois et ensuite il la tue en l'étranglant. Et par la suite, il va faire tout un tas de mises en scène en fait avec son corps. Il va la déshabiller et la changer. Il va lui mettre plusieurs tenues différentes avec des sous-vêtements et des chaussures qu'il a précédemment volées et qu'il a. Donc il va lui enfiler toutes ces tenues et il va la disposer de différentes manières dans des poses vraiment très suggestives et très pornographiques. Ensuite il va utiliser une scie à métaux pour lui couper le pied gauche qu'il va conserver dans son congélateur afin de pouvoir le réutiliser plus tard sur des chaussures. Et il se débarrasse du corps en le jetant dans la rivière Willamette. Le corps de Linda Slawson ne sera jamais retrouvé. Le 26 novembre 1968, Jane Susan Whitney, qui a 23 ans, disparaît. Elle a été vue pour la dernière fois dans la ville de Eugene et on retrouve sa voiture abandonnée sur le bord d'une autoroute entre la ville de Salem et d'Albany. Là encore, malheureusement pour Jane, c'est un vrai concours de circonstances parce qu'elle était en fait tombée en panne sur le bord de la route et c'est à ce moment-là que Jerry Brudos, qui passait en voiture, l'a aperçue et qu'il est venu la voir et qu'il s'est fait passer pour un mécanicien automobile. Il lui a dit en gros qu'il lui proposait de réparer sa voiture mais qu'il n'avait pas ce qu'il fallait avec lui et qu'il devait donc retourner chez lui pour chercher tous les outils et revenir à la voiture. Et du coup il lui propose de la prendre avec lui dans la voiture pour qu'elle l'accompagne, ce qu'elle accepte. Une fois que Jane Whitney est montée dans sa voiture, Brudos saute sur elle et il l'étrangle avec une ceinture. Donc il la tue comme ça et ensuite il viole son cadavre. Après ça, il va ramener le corps chez lui dans son garage et il va le conserver comme ça pendant plusieurs jours. En fait, il le suspend à une poulie, donc
voilà, comme ça dans son garage. Et encore une fois, il va lui faire mettre plein de tenues, de sous-vêtements et de chaussures. Et il viole le cadavre, il prend tout ça en photo. Et voilà, il fait ça pendant plusieurs jours. Il va même aller jusqu'à lui couper un sein qu'il va ensuite, dont il va faire un moulage. Et il va utiliser ce moulage en résine comme un presse-papier. Et là il va se passer un truc de fou, je vous assure, même dans un film on pourrait pas croire qu'un truc pareil puisse arriver, mais c'est la réalité. 2 jours après le meurtre, donc le cadavre de Jan Whitney est toujours dans le garage de Brudos, un automobiliste perd le contrôle de sa voiture et cette voiture va aller percuter le garage de Brudos. Et ça fait comme une vraie brèche en fait dans le mur. Mais malheureusement, en tout cas heureusement pour Brudos, malheureusement pour tout le reste du monde, heureusement pour Brudos, personne ne peut apercevoir le corps de Jan qui est suspendu par cette brèche là. Et il va vraiment se dépêcher de se débarrasser du corps, donc il va vite prendre le corps, il va tout faire pour s'en débarrasser, donc il va aller la jeter dans une rivière en lui attachant des pièces mécaniques de voiture, des pièces de ferraille. Il la jette dans la rivière Willamette et il se débarrasse également du pied de Linda qu'il avait conservé jusque-là mais qui de toute manière commençait à pourrir. Vous vous rendez compte, enfin je peux pas voir votre tête mais moi clairement j'étais comme ça quand j'ai lu ça. Vous vous rendez compte à quel point on est passé à ça, qu'il se fasse arrêter à ce moment-là et que toutes les victimes d'après n'existent pas. Enfin c'est ouf en fait, comme parfois les choses se jouent à tellement peu de choses. Et là ça a vraiment été, comme pour les histoires d'avant, un concours de circonstances et du coup de la chance pour Brudos, mais vraiment on aurait pu l'arrêter à ce moment-là. Et sur une histoire complètement dingue en fait. Quelle est la probabilité, la chance qu'un mec sorte de la route et s'encastre dans un garage déjà, et de 2, que ce soit le garage d'un tueur en série dans lequel il y a un cadavre. Enfin c'est complètement fou et malheureusement on l'a su que trop tard, bien après. Le 27 mars 1969, Karen Sprinker, qui avait 19 ans, disparaît sur le parking de Meyer & Frank à Salem alors qu'elle s'apprêtait à rejoindre sa mère pour déjeuner. Elle est enlevée par Brudos qui la menace avec un pistolet pour l'obliger à obéir et il semblerait que lors de cette attaque-là, il était habillé de vêtements féminins et de chaussures à talons. Jerry Brudos emmène sa victime dans son garage, cette fois elle est en vie, et il la force à porter différents types de sous-vêtements pendant qu'il la prend en photo, puis il la viole avant de l'étrangler et de la tuer. Là encore, il va conserver son corps pendant plusieurs jours, suspendu en hauteur avec son système de poulie. Il va continuer à pratiquer des actes de nécrophilie sur son cadavre, à la prendre en photo. Il lui coupe les seins pour à nouveau en faire des moulages, avant de décider de se débarrasser du corps en le jetant comme d'habitude dans la rivière Willamette, avec un moteur accroché à son corps avec des câbles de nylon. En avril 1969, à 2 reprises, Jerry Brudos va essayer d'enlever des femmes sans succès. D'abord, le 21 avril, il essaye d'enlever Sharon Wood, qui a 24 ans, sur un parking en la menaçant avec un pistolet, mais il n'y arrive pas, j'imagine, parce qu'elle crie et qu'il y a des témoins. Et le lendemain, donc le 22 avril, il retente un enlèvement sur Gloria Smith, qui a 15 ans, à nouveau en la menaçant avec une arme. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, elle commence à le suivre. Il l'emmène vers une voiture qui était une Volkswagen Karmann verte qui, on l'apprendra plus tard, appartenait à la mère de Jerry Brudos. Et au moment où il essaye de la faire rentrer dans la voiture, elle aperçoit une jeune femme qui passe au loin, qui est en train en fait de travailler, je crois, devant chez elle, qui s'appelait Phyllis Kerr, et elle lui crie quelque chose, elle l'interpelle, et comme ça surprend Jerry Brudos, elle se débat et elle réussit à s'enfuir. Pour autant, tous ces échecs ne vont pas décourager Jerry Brudos qui, dès le lendemain, le 23 avril 1969, enlève Linda Sally, qui avait 22 ans, sur le parking d'un centre commercial dans lequel elle s'était rendue pour acheter un cadeau d'anniversaire à son petit copain. Toujours avec le même mode opératoire, il la ramène chez lui dans son garage, il la viole, puis il la tue en l'étranglant, avant de continuer à s'amuser avec son cadavre tout en prenant des photos et en lui changeant ses vêtements, en lui mettant des sous-vêtements et des chaussures.
Cette fois-ci, il ne va pas lui couper les seins parce qu'il les trouvait trop roses à son goût, mais par contre, il va tenter tout un tas d'expériences dégueulasses sur son corps, notamment lui brancher des câbles électriques et faire passer de l'électricité dans son corps pour voir si ça allait la faire tressauter. Après ça, il leste le corps en lui attachant un levier de vitesse avec des câbles électriques et de la corde en nylon, puis il va s'en débarrasser en le jetant dans la rivière Willamette. Le 10 mai 1969, le corps de Linda Sally, donc la dernière victime de Jerry Brudos, est retrouvé dans la rivière Long Tom, près de la ville de Monroe. Et 2 jours plus tard, c'est le corps de Karen Sprinker qui est retrouvé là encore dans la rivière Long Tom, à quelques dizaines de mètres de là où on a retrouvé le corps de Linda Sally. Les corps sont retrouvés partiellement habillés, donc j'imagine en sous-vêtements, et ce que les inspecteurs constatent, c'est qu'en fait, ce sont pas leurs vêtements. C'est pas leurs vêtements, les proches ne peuvent pas reconnaître les vêtements qu'elles portent, et en plus on voit que c'est pas les leurs, parce que c'est pas les bonnes tailles, les soutiens-gorge ne correspondent pas à leur taille de poitrine, on voit clairement qu'elles ont été changées. La police va alors solliciter les étudiants des campus alentours pour leur demander en fait s'ils ont déjà remarqué un homme avec un comportement particulièrement suspect, et il y a plusieurs étudiantes qui vont rapporter à la police qu'elles reçoivent des appels très étranges d'un homme qui se présente comme étant un étudiant mais en même temps un ancien vétéran du Vietnam et qui les appelle pour leur proposer des espèces de rencarts. L'une d'elles avait même accepté et elle est allée au rencard et elle peut décrire l'homme qu'elle a vu. C'était quelqu'un dans la trentaine, plutôt en surpoids avec des cheveux très clairs et des taches de rousseur, et il l'avait vraiment mis très mal à l'aise parce qu'il avait évoqué la découverte des corps dans la rivière d'une manière vraiment suspecte, et du coup elle était vite repartie. La police lui demande alors que si jamais elle reçoit un nouvel appel de cet homme, déjà qu'elle les contacte, et en fait ils établissent un espèce de piège qu'ils vont monter. Donc si jamais cet homme la rappelle et lui repropose un rendez-vous, il faut absolument qu'elle accepte et qu'elle appelle tout de suite la police pour les prévenir. Comme ça, elle le fait venir en fait dans son dortoir sur le campus, et la police est placée, cachée, la surveille, la protège et peut interpeller cet homme. Et le 18 mai 1969, l'étudiante rappelle la police en leur disant que ça y est, ce fameux homme bizarre lui a téléphoné et que du coup elle lui a donné rendez-vous. Comme vous en doutez, c'est Jerry Brudos qui se présente ce soir-là sur le campus et qui est arrêté. Il n'a pas de casier judiciaire, mais les enquêteurs voient tout de suite qu'il a des antécédents de violence envers les femmes, de déviance sexuelle et plusieurs passages en hôpitaux psychiatriques. Et son arrestation s'est un peu fait en 2 temps parce que d'abord il a été arrêté pour la tentative d'enlèvement sur la jeune Gloria Smith, celle qui avait 15 ans, qui du coup a vraiment pu le reconnaître en fait quand il a été présenté parmi plusieurs suspects. Et donc il a été arrêté pour ça, et à partir de cette première arrestation et cette première inculpation, la police a pu obtenir un mandat pour aller perquisitionner à son domicile. Cette fouille va avoir lieu le 26 mai 1969 et elle va donner pleinement satisfaction aux enquêteurs puisqu'elle leur permet en fait d'avoir toutes les preuves nécessaires pour inculper Brudos pour les meurtres, c'est-à-dire qu'ils retrouvent des câbles électriques et des liens en nylon qui sont similaires à ceux qui ont été retrouvés sur les 2 cadavres, et en plus de ça ils retrouvent un certain nombre de photographies qui ont été prises par Brudos des corps des victimes, dont une qui est vraiment particulièrement incriminante parce que donc on voit le corps d'une des victimes qui est suspendu, et dans le reflet d'un miroir on voit Brudos qui est en train de prendre la photo. Donc c'est clairement lui, le tueur, on en est absolument certain. Et puis au cours de cette fouille dans la maison, notamment au grenier je crois, on retrouve aussi énormément de paires de chaussures à talons et de sous-vêtements féminins qui ont été volés, donc ça vient encore plus confirmer tout ça. Jerry Brudos est alors accusé des meurtres de Jan Whitney, de Karen Sprinker et de Linda Sally, et si je vous en cite que 3 sur les 4, c'est parce que le corps de Linda Slawson, comme je vous l'ai dit, n'a jamais été retrouvé, et en fait Brudos n'avait pas pris de photo d'elle. Contrairement aux autres, c'était son tout premier meurtre et il n'avait pas pris de photo à ce moment-là. Donc en fait on n'a pas pu l'inculper pour ce meurtre-là. Il a été accusé uniquement des 3 autres meurtres. Après son arrestation, au bout de quelques jours, Jerry Brudos passe aux aveux et il va raconter les 4 meurtres
dont je vous ai parlé, en donnant tous les détails que je vous ai racontés, et puis en précisant aussi que parfois après les meurtres, ce qu'il faisait c'est qu'il mettait lui aussi des sous-vêtements de femme, des talons aiguilles, et qu'il se masturbait, et on a même retrouvé une photo de ça. Il explique aussi comment des enlèvements, ce qui lui arrivait, c'était parfois de porter un uniforme et un badge qu'il s'était procuré pour se faire passer pour quelqu'un de la police. Et puis il va aussi raconter aux enquêteurs comment il s'était assuré sa tranquillité dans le garage en construisant en fait un espèce de système d'interphone fait main qu'il avait installé, et du coup sa femme ou ses enfants, mais surtout sa femme, quand il voulait venir dans le garage, il fallait qu'il sonne et que lui leur ouvre. Donc ça lui permettait en fait d'être bien sûr qu'il allait jamais être surpris quand il avait des cadavres avec lui et qu'il faisait tous ces trucs. Et moi quand j'ai lu ça, je me suis dit mais je trouve ça vraiment bizarre, enfin j'imagine que si la personne avec qui je vis installait un interphone à l'intérieur de la maison pour que je puisse pas accéder à une pièce, je trouverais ça particulièrement louche. Alors c'est peut-être parce que je parle et que je lis tout le temps des histoires de crimes, mais je pense quand même que c'est vraiment bizarre. Et au début ma première réaction c'était de me dire mais comment c'est possible en fait que sa femme se soit pas doutée de ce qu'il faisait. Mais après je me suis rappelé que bon, on est quand même, faut remettre ça dans son contexte, on est dans les années 60, c'était vraiment très sexiste comme période. Et donc le fait que la femme ait vraiment pas le droit de mettre les pieds dans le garage et qu'elle doive un peu rester dans la cuisine, je pense que c'était quand même assez ancré dans la culture, et que du coup c'était peut-être pas si étonnant que ça qu'elle se soit dit ah bah il a envie de faire ses trucs d'homme dans le garage et j'ai pas le droit d'y mettre les pieds. Et en plus de ça, j'ai vu que la femme de Jerry Brudos, elle voulait vraiment se séparer de lui depuis longtemps en fait. Elle voulait le quitter, mais le problème c'est que c'était une femme au foyer, elle avait pas spécialement fait d'études, elle avait pas vraiment les capacités de se trouver un travail, elle avait pas d'argent, donc c'était vraiment très difficile pour elle de le quitter, plus le fait qu'elle était visiblement contre le divorce. Je pense que c'était probablement pour des raisons religieuses. Donc tout ça a fait qu'en fait elle est restée avec, même si je pense qu'elle avait plus du tout envie de l'être. Et d'ailleurs au moment du procès, il y a la possibilité qu'elle ait été la complice de son mari qui a été évoquée, parce qu'il y a un voisin qui a témoigné et qui a dit qu'il l'avait vue, elle, aider son mari à faire entrer de force une des victimes dans la maison. Mais bon, il y a eu que ce témoignage là, il n'y avait pas d'autres preuves, donc du coup elle a été acquittée. Malgré ses aveux, Jerry Brudos n'a jamais été condamné pour le meurtre de Linda Slawson, parce que comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas de photos et on n'a absolument jamais retrouvé son corps. Et de plus, j'ai lu qu'il a aussi avoué un autre meurtre, celui d'une adolescente qui s'appelait Stephanie Vico, qui avait 16 ans. Mais là encore, comme la police n'avait absolument aucune preuve pour l'inculper pour ça, il a avoué ce meurtre-là, mais il n'y a pas eu de suite. À la fin du mois de juin 1969, Jerry Brudos a plaidé coupable pour les 3 meurtres dont il était accusé, et il a été condamné à 3 peines de prison à perpétuité consécutives et incarcéré tout de suite après dans le centre pénitentiaire de l'Oregon. Et environ un mois après son incarcération, on a enfin retrouvé le corps de Jan Whitney qui a été donc repêché dans la rivière Willamette. Jerry Brudos a été rencontré en prison à plusieurs reprises par la romancière Anne Rule, qui a publié un livre sur toutes ces rencontres qui s'appelle Lust Killer, qui a été publié en 1982-83. Je l'ai trouvé en libre accès sur internet en version anglaise, je vous ai mis le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Anne Rule, c'est une romancière qui est vraiment très connue pour son livre qu'elle a écrit sur Ted Bundy, parce qu'elle le connaissait dans la vie privée, et c'est une femme qui a vraiment consacré toute sa carrière à l'étude des tueurs en série. Elle a expliqué que ces entretiens avec Brudos, ils ont eu lieu vraiment assez tôt dans la connaissance du phénomène des homicides en série. En fait, c'était vraiment une période où c'était quelque chose de très nouveau, qu'on connaissait vraiment pas. Même le FBI commençait tout juste à s'y intéresser avec le BSU, donc l'unité des sciences comportementales, exactement comme on le voit dans la série Mindhunter. Et justement, les agents du FBI se sont beaucoup intéressés au cas de Brudos, parce que en fait c'est vraiment
il est vraiment le stéréotype du tueur en série qui tue pour assouvir des pulsions sexuelles. Et si vous voulez, c'est un petit peu comme ça qu'on a commencé à se construire l'image des tueurs en série au départ. On pensait qu'ils étaient tous un petit peu comme ça, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais comme c'est ceux qu'on a étudiés le plus en premier, c'est un petit peu l'image qui est restée. Et bon, maintenant on sait en fait qu'il y a tout un tas d'autres raisons que simplement la pulsion sexuelle, que parfois cette pulsion sexuelle elle est plus en lien avec un rapport de domination, etc. Mais voilà, c'est vraiment ce genre de cas, le cas de Jerry Brudos, qui fait partie des tout premiers tueurs en série qui ont été étudiés par le FBI pour qu'on comprenne en fait comment ça fonctionnait, quels étaient les mécanismes qui poussaient des hommes à se mettre à tuer de cette manière-là. Ann Rule, de ce que j'en ai compris, sa motivation elle est assez proche de celle des criminologues en fait, parce qu'elle a dit si nous pouvions prédire ce qui les cause, nous pourrions les arrêter. De son côté en prison, Brudos a commencé à accumuler beaucoup de catalogues de vente par correspondance de chaussures féminines, tout ça dans sa cellule, et il a affirmé que pour lui c'était la même chose que des magazines pornographiques. Dès qu'il l'a pu bien sûr, il a fait des demandes de libération, choses qui lui ont été refusées régulièrement jusqu'à le 21 juin 1995 quand le bureau qui s'occupe des affaires de libération conditionnelle a déclaré que Jerry Brudos ne serait jamais relâché. On lui a dit vous resterez en prison pour le restant de votre vie et il n'y aura plus d'audience de libération possible, ce qui l'a rendu totalement furieux, mais voilà, il n'a plus jamais eu droit à demander une libération. Et finalement, 11 ans plus tard, le 28 mars 2006, Jerry Brudos est mort à l'infirmerie de la prison à l'âge de 67 ans des suites d'un cancer du foie. Il avait passé au total 37 ans incarcéré. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel sur le cas de Jerry Brudos. Si jamais vous avez envie d'en connaître plus, je vous ai mis des liens qui peuvent être intéressants en barre d'infos. J'espère vraiment que cette vidéo vous a intéressé et vous a appris des choses. Si jamais vous n'avez pas encore vu les vidéos que j'ai faites sur les autres tueurs de la série Mindhunter, je vous mets la playlist juste ici et je vous invite vraiment à aller les regarder. Et puis si vous n'avez pas vu la série, qu'est-ce que vous attendez? En fait, je vous la conseille depuis tellement de temps. Allez regarder Mindhunter, elle est vraiment super bien cette série. Merci à ceux qui sont encore là et qui m'ont écouté jusqu'au bout. Si jamais la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air pour me le signifier et de vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas encore fait. Je remercie aussi beaucoup les personnes qui prendront le temps d'aller faire un tour sur mon compte Utip parce que ça m'aide énormément et c'est vraiment adorable de votre part. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine histoire, je vous fais plein de gros bisous et en attendant n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. 1, 2, 3, 4.